L'étudiante s'est rendue à un entretien et a disparu sans laisser de traces. Le lendemain matin, son corps a été retrouvé dans un champ et la police a commencé à chercher les responsables. Dès les premiers jours de l'enquête, il y a eu de nombreux moments confus et des rebondissements inattendus, mais à la fin, la vérité a été révélée. Dans cette vidéo, nous vous raconterons ce qui est arrivé à Megan Sharpton. Megan Sharpton est née le 24 octobre 1987 dans la petite ville américaine de Tullahoma, dans le Tennessee. Elle a grandi au sein d'une grande famille chaleureuse, avec 2 sœurs et un frère, avec lesquels elle s'entendait très bien. Ses parents ont essayé de donner toute leur attention à tous leurs enfants, mais Megan était la plus proche de sa mère. Dès son plus jeune âge, la jeune femme a aidé ses parents à s'occuper de ses frères et sœurs plus jeunes. Elle a également toujours essayé d'aider ses amis et ses proches. Pendant ses années scolaires, Megan a décidé qu'elle voulait devenir infirmière, alors elle s'est inscrite au Motlow College local, situé à 10 km de chez elle. La jeune femme a également obtenu un emploi de serveuse dans un restaurant local et a finalement emménagé avec son petit ami Chris. À l'été 2012, lorsque Megan avait 24 ans, il ne lui restait que quelques mois avant de terminer ses études universitaires. Ensuite, elle prévoyait de trouver immédiatement un emploi en tant qu'infirmière. Peu de temps avant cela, elle a également obtenu un emploi dans une maison de retraite pour acquérir des compétences pratiques dans l'aide aux personnes âgées. Malgré un rythme de vie aussi intense, Megan essayait de voir sa famille chaque fois que cela était possible. Le 1er juillet, sa sœur, qui vivait dans une autre ville, est rentrée à la maison et Megan a promis de la rencontrer. Cependant, ce soir-là, la jeune femme a appelé sa mère et lui a dit qu'elle serait en retard. On lui avait proposé une opportunité d'emploi intéressante et Megan avait accepté un entretien le même soir. Elle était heureuse de cette opportunité et a promis à sa mère de venir dès que l'entretien serait terminé. Selon elle, l'emploi impliquait de s'occuper d'une femme âgée. Cependant, le temps a passé et il n'y avait aucune nouvelle de Megan. Elle n'a pas répondu aux messages ni aux appels. Ses parents ont commencé à s'inquiéter. Ils ont contacté son petit ami, mais ils ne savaient pas non plus où se trouvait Megan et n'étaient même pas au courant de l'entretien. Malgré cela, les parents ont décidé de ne pas paniquer et d'attendre que leur fille reprenne contact. Elle avait déjà 24 ans et avec son emploi du temps chargé, entre les études et les 2 emplois, la jeune femme pouvait simplement être occupée. Mais le lendemain, Megan ne s'est toujours pas présentée. Pendant ce temps, dans une zone éloignée de plusieurs kilomètres de la ville, vers 1h30 du matin, un groupe d'adolescents a remarqué un feu dans un champ. C'était l'été et chaud, ils ont donc pensé que les incendies de forêt s'étaient propagés à l'herbe. Ils ont immédiatement appelé les pompiers, qui sont arrivés sur les lieux. Cependant, un tournant inattendu les attendait. Peu de temps après que les pompiers ont commencé à éteindre les flammes, ils ont vu un corps allongé au centre du feu. Lorsque le feu a été complètement éteint et que la police est arrivée sur les lieux, ils ont réalisé qu'une jeune femme morte gisait devant eux. Ils ont immédiatement compris qu'un meurtre avait été commis. Cependant, les détectives n'ont pas pu établir l'identité de la défunte, elle n'avait pas de documents, de portefeuille ni de téléphone avec elle. Et en raison des effets du feu, elle n'a pas pu être identifiée. La seule chose que les détectives ont pu saisir était 2 petits tatouages en forme d'étoile. Les détectives ont examiné la scène de crime et ont conclu que la jeune femme était déjà morte avant le début du feu. Cela a été confirmé par une grave blessure à la tête, apparemment fatale. Mais ils n'ont pas pu trouver de traces de la présence du tueur. La victime était partiellement dévêtue, mais à partir de son t-shirt, la police a conclu qu'elle travaillait en tant qu'infirmière. Ils ont également déterminé qu'aucun signalement de personnes disparues ne concernait cette jeune femme, ce qui a également compliqué l'établissement de son identité. Cependant, bientôt l'information se répandit dans toute la petite ville. Sa mère a vu un message sur les réseaux sociaux concernant une jeune femme avec 2 tatouages en forme d'étoile trouvés dans le champ pendant la nuit, et réalisa avec horreur que sa fille était la victime. Les experts médicaux ont finalement confirmé qu'il s'agissait bien de Megan Sharpton. Ils ont également découvert que la cause de la mort était une blessure par balle à l'arrière de la tête, confirmant la version de la police selon laquelle la jeune femme était déjà décédée au moment de l'incendie. De plus, elle a été tuée dans un autre endroit, puis transportée sur ce champ. De plus, elle a été soumise à des violences avant sa mort, et les experts ont pu prélever un échantillon d'ADN du coupable. Cet échantillon a été immédiatement comparé avec la base de données, mais il n'y avait aucune correspondance. Tout d'abord, les détectives ont commencé à chercher la voiture de Megan, une Mustang rouge. Elle travaillait dans un restaurant ce soir-là et était partie dans sa voiture, mais elle n'était nulle part. Cela indiquait que le meurtrier l'avait probablement conduite quelque part, où il pourrait trouver des preuves substantielles. Cependant, son emplacement est resté inconnu, et la police a commencé à chercher des suspects potentiels parmi les connaissances de Megan.
Leur première attention s'est portée sur son petit ami Chris, et les détectives avaient une raison significative de l'enquêter. La sœur de Megan leur a immédiatement dit qu'elle soupçonnait la participation de Chris dans le meurtre à cause des problèmes dans leur relation. Megan sortait avec Chris depuis 3 ans, dont certaines années où ils avaient vécu ensemble. Ils partageaient un appartement avec un autre colocataire, et la police a interrogé Chris, qui a nié toute implication dans le crime. Au début, il prétendait que tout allait bien entre lui et Megan, mais il a finalement admis que leur relation avait connu des difficultés récemment et qu'il se dirigeait vers une rupture. Cependant, il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas de motif pour le meurtre et qu'il avait un solide alibi au moment de sa mort. Pendant que la police vérifiait son alibi, ils ont décidé de fouiller l'appartement où Megan et Chris vivaient. Dans la salle de bain, ils ont trouvé le premier indice alarmant, des taches de sang et des aiguilles contenant des substances illégales. En même temps, à 20 km de la ville, les détectives ont trouvé sa voiture. Elle avait été abandonnée dans un endroit éloigné et désert. À l'intérieur, il n'y avait pas de documents ni de téléphone, ce qui signifiait que le meurtrier aurait pu les prendre ou les jeter ailleurs. La police a fait appel au public, demandant aux gens de signaler tout ce qui semblait similaire. De plus, il n'y avait pas de signe de lutte ou de sang dans la voiture, mais ils ont trouvé quelque chose d'intéressant, une note avec une adresse qui n'existait pas. Les détectives ont conclu que le criminel inconnu avait utilisé cette adresse pour attirer Megan dans un endroit désert afin de commettre le crime. Dès les premières heures de l'enquête, les détectives ont appris que le soir du crime, Megan devait se rendre à un entretien, mais ils n'avaient absolument aucune piste dans cette direction. Ils pensaient que l'adresse fictive lui avait été donnée par la personne qui lui avait proposé le travail. Lorsque le public a appris les détails de l'affaire, beaucoup ont établi un parallèle glaçant 6 mois auparavant. Une autre jeune femme d'accent grave peu près le même âge que Megan, qui étudiait également pour devenir infirmière, avait disparu sans laisser de traces à plusieurs centaines de kilomètres de Tullahoma. Ce qui était encore plus terrifiant, c'est que cette coïncidence a conduit tout le monde à penser qu'un tueur en série sévissait dans la région, alimentant l'atmosphère de peur que le coupable frapperait à nouveau. Pendant ce temps, la police interrogeait le voisin du couple, qui a admis prendre des substances illégales. Le voisin a prétendu que Megan et Chris n'étaient pas au courant de cela et ne s'y adonnaient jamais. Les experts ont analysé les taches de sang et ont conclu qu'elles appartenaient effectivement au voisin. Mais son récit ne s'est pas arrêté là. Il a affirmé que Megan et Chris s'étaient en réalité séparés il y a longtemps et qu'il avait commencé à la fréquenter récemment. Le voisin a également insisté sur le fait qu'il avait caché son addiction à Megan. Avec cette information, la police a commencé à soupçonner à la fois Chris et le voisin. Chris aurait pu nourrir des rancunes envers Megan, et le voisin avait une propension pour les substances illégales. Cependant, il n'y avait pas de preuves contre eux. Lors de son interrogatoire, Chris a déclaré qu'il n'était pas au courant de leur relation, et à ce moment-là, la police avait déjà vérifié son alibi. Au moment du meurtre de Megan, il était effectivement au travail, ce qui l'a exclu de la liste des suspects. Quant au voisin, il n'avait pas d'alibi solide, mais l'analyse de ses relevés téléphoniques a révélé qu'il avait essayé d'appeler et de laisser des messages à Megan toute la nuit pour savoir où elle était allée. Bien que cela ne constitue pas une preuve substantielle de son innocence, la police doutait qu'il soit le meurtrier. Les deux hommes ont eu leurs échantillons d'ADN prélevés et envoyés au laboratoire, mais les résultats pourraient prendre des mois pour être obtenus. Pendant ce temps, les détectives ont eu une nouvelle piste. Chris avait offert son aide pour l'enquête lors de son dernier interrogatoire. Le jour de la disparition de Megan, un homme avait appelé son ancien téléphone, qui se trouvait à la maison, et avait dit qu'il voulait lui parler d'un poste d'aide-soignante, et que Naomi l'avait recommandé. Chris a ajouté que Megan avait mentionné une jeune femme de ce nom qui étudiait à l'université avec elle, mais il n'avait pas plus de détails. La police a donc commencé à chercher parmi les étudiants de Motlow et l'a rapidement trouvée. Elle était la seule étudiante avec ce nom, et les détectives ont obtenu son adresse, mais elle n'était pas chez elle. Ils ont parlé à ses voisins, et l'un d'eux leur a donné le numéro de téléphone de Naomi. Elle a été surprise par l'appel de la police et a dit qu'elle connaissait à peine Megan. Elles avaient quelques cours ensemble, mais ne parlaient pas beaucoup, et elle ne l'avait jamais recommandée pour un emploi. En fait, elle a ajouté que Megan l'agaçait, alors elle ne l'aurait pas aidée. La police a été déçue que cette piste prometteuse ne mène nulle part, mais ils avaient toujours quelque chose de plus substantiel. Chris leur a donné le téléphone à partir duquel l'appel pour le poste avait été fait, et les détectives ont obtenu le numéro de l'appelant. Les experts ont déterminé que l'appel avait été passé depuis un téléphone prépayé, il était donc impossible d'identifier le nom du propriétaire. Cependant, la police a remonté la trace de l'appareil jusqu'au magasin où il avait été vendu, et il y avait une caméra de surveillance à la caisse. En étudiant les images du jour de l'achat du téléphone, ils ont immédiatement vu l'acheteur. À partir de ces images,
La police a immédiatement compris qu'il achetait le téléphone à des fins illégales. Les téléphones prépayés sont demandés aux États-Unis par ceux qui sont impliqués dans des affaires criminelles, car ils n'ont pas besoin de fournir leurs données pour les utiliser. Et cette personne sur l'enregistrement a sorti son propre téléphone de sa poche à un moment donné, indiquant qu'il achetait un téléphone supplémentaire à des fins douteuses. Il y avait également une caméra dans le magasin, pointée vers le parking. La police a vu l'acheteur quitter le bâtiment et monter dans sa voiture, ce qui a rapidement conduit à l'identification de son identité. Il s'est avéré être Timothy Gifford, qui avait un casier judiciaire impressionnant. Cependant, l'homme ne s'adonnait qu'à un petit trafic de substances illégales et n'était impliqué dans rien de grave. Il a rapidement été localisé et emmené au commissariat de police. Il a affirmé qu'il avait acheté le téléphone non pas pour lui, mais pour son ami, un homme de 37 ans nommé Donnie Jones. Il a déclaré que Donnie devait subir une opération et qu'il ne pourrait pas aller chercher le téléphone lui-même. En guise de paiement pour ce service, Donnie a donné à Timothy plusieurs pilules illégales. Les détectives connaissaient cet homme. Lui aussi avait un casier judiciaire impressionnant, mais agissait souvent comme informateur de police. Cependant, malgré cela, aucun lien entre Donnie et Megan n'a été découvert jusqu'à ce que Timothy révèle quelque chose d'autre. Donnie lui a écrit qu'il voulait échanger son camion pick-up contre une Mustang et lui a demandé de l'aider. Timothy a trouvé cette demande assez étrange, car Donnie avait 2 jeunes enfants et la Mustang n'était pas du tout la voiture familiale la plus pratique. Cependant, il a accepté d'essayer de trouver un client. Donnie lui a remis le camion pick-up et il a remarqué qu'il y avait des tapis et des housses de siège toutes neuves à l'intérieur de cette voiture plutôt ancienne. Donnie a expliqué cela en disant que sa femme lui avait dit que les chances de vendre la voiture avec un intérieur rafraîchi étaient beaucoup plus élevées. Et c'est ici que la police a soudainement découvert quelque chose qui les a choqués et a rassemblé toutes les pièces de l'histoire. Donnie Frank s'est avéré être le mari de Naomi, qui aurait soi-disant recommandé le poste à Megan. À ce stade, les détectives ont réalisé qu'ils étaient sur le point de résoudre l'affaire. Malheureusement pour eux, l'échantillon d'ADN de l'homme n'était pas dans la base de données, car il n'avait pas été accusé de crimes violents. Ils se sont immédiatement rendus chez Donnie et Naomi pour leur parler. Au début, l'homme a prétendu ne pas connaître Megan, mais en quelques minutes, il a dit qu'il lui avait donné plusieurs fois un trajet en voiture pour se rendre à l'université avec Naomi. Cela semblait étrange à la lumière du témoignage de Naomi quelques semaines plus tôt. À ce moment-là, elle avait prétendu qu'elle connaissait à peine Megan, qu'elle n'avait pas beaucoup parlé et ne s'entendait pas en général. Cependant, au cours de la conversation suivante, la femme a admis que son mari leur avait en effet donné un trajet une fois. Cependant, Donnie a fermement insisté sur son innocence. Selon ses dires, le soir du meurtre, il était à la maison avec ses enfants. Il a autorisé la police à fouiller sa maison sans mandat et a volontairement fourni son échantillon d'ADN. De plus, il a nié avoir demandé à Timothy d'acheter un téléphone prépayé pour lui. La police n'a trouvé aucune preuve dans sa maison et a dû attendre les résultats des tests ADN, qui pourraient aussi prendre des mois. 2 mois s'étaient écoulés depuis le meurtre. Les parents de Megan ont reçu son diplôme d'infirmière, et l'événement lui a été dédié. Les gens espéraient que la police attraperait le monstre impitoyable qui pourrait tuer quelqu'un d'autre à tout moment. Finalement, les résultats de laboratoire ont montré une correspondance complète entre l'échantillon d'ADN de Donnie et celui trouvé sur le corps de Megan. Il a été immédiatement emmené au commissariat, mais il a continué d'affirmer son innocence. Après avoir appris la correspondance de l'ADN, il a changé sa version et a dit au détective qu'il avait eu une liaison secrète avec Megan, qu'il n'avait pas dit à sa femme. C'était soi-disant la raison pour laquelle il n'avait pas révélé cette information initialement. La police a considéré son histoire comme une fabrication évidente, mais elle a dû le relâcher. Outre l'ADN, il n'avait aucune autre preuve de connexion, et trouver une réfutation à 100% des paroles de Donnie était tout simplement impossible. Ainsi, les détectives étaient presque certains que Donnie était le meurtrier. Mais ils avaient besoin de plus de preuves. Bien qu'ils ne pouvaient pas le mettre en accusation pour meurtre, ils ont quand même réussi à l'arrêter. Lors d'une perquisition de sa voiture, ils ont trouvé une arme à feu dont il n'avait pas le droit de posséder en raison de son casier judiciaire. Pendant qu'il était en garde à vue, la police avait le temps de rechercher des preuves supplémentaires. Il n'avait pas à craindre que Donnie attaque quelqu'un d'autre ou s'enfuit. Bientôt, les experts ont déterminé que Megan avait été abattue avec une arme de calibre identique à celle du fusil de Donnie. Les détectives ont obtenu un mandat pour suivre son téléphone afin de connaître ses déplacements le soir du meurtre de Megan. Ils ont comparé ces données avec les déplacements du téléphone prépayé que Donnie prétendument n'avait jamais possédé. Et c'est ici que la police a attendu une percée tant attendue. Le soir du 1er juillet, le téléphone prépayé était à côté du téléphone de Donnie et se déplaçait le long du même itinéraire.
Les détectives ont identifié plusieurs lieux clés: le site présumé de l'enlèvement de Meghan, l'endroit où elle a été tuée et le champ où son corps a été retrouvé. Les 2 téléphones étaient présents ensemble à tous ces endroits. La famille de Donnie possédait plusieurs fermes dans la région de Tullahoma, et selon l'enquête, il aurait emmené Meghan dans l'une d'entre elles après l'avoir enlevée, où il l'aurait agressée et tuée. Les détectives ont obtenu un mandat de perquisition et ont trouvé une pièce à conviction importante, une écharpe partiellement brûlée qui appartenait à Meghan et qui était un cadeau de sa sœur. Cette preuve, combinée aux effets personnels de Meghan et à l'ADN retrouvé sur les lieux, a été suffisante pour renvoyer l'affaire devant un tribunal. Le 5 novembre, Donnie a été inculpé de meurtre. Lors du procès, de nouveaux détails ont émergé, renforçant encore l'affaire contre Donnie. Les experts ont examiné son téléphone et ont découvert qu'il avait contacté à plusieurs reprises d'autres jeunes femmes, leur proposant des emplois de soignantes pour les personnes âgées, mais toutes ces tentatives avaient échoué. Selon l'enquête, Donnie avait trouvé le numéro de téléphone de Meghan dans la liste de contacts de sa femme, l'avait contacté et lui avait dit que Naomi l'avait recommandé pour un poste de soignante. Elle avait accepté, et il lui avait donné une fausse adresse, l'attirant dans un endroit isolé. Là, il l'avait agressée, l'avait emmenée dans la ferme où il l'avait agressée et tuée. Il avait ensuite emmené son corps dans un champ et l'avait incendié. La touche finale avait été de remplacer complètement les tapis de sol et les housses de siège de son camion pick-up, qu'il avait utilisé pour transporter son corps. Apparemment, il craignait que certaines taches de sang soient difficiles à nettoyer et que la police puisse les détecter. Quant à Naomi, la police a conclu qu'elle n'avait rien à voir avec le meurtre et qu'elle n'en avait aucune connaissance. Elle était au travail cette nuit-là, ce qui a été confirmé par de nombreuses preuves. Lors du procès, Donnie a clamé son innocence, et tout le monde se préparait à un processus potentiellement long. Cependant, lorsqu'il a réalisé que le parquet cherchait la peine de mort, il a décidé de conclure un accord avec l'enquête: il reconnaîtrait sa culpabilité en échange d'éviter la peine de mort. Il a plaidé coupable du meurtre de Meghan et a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, il a ensuite affirmé qu'il n'avait conclu l'accord que sous la pression et a demandé un nouveau procès. Lorsque le juge a accédé à sa demande, l'homme est rapidement revenu à sa décision initiale de plaider coupable, car la peine de mort était de nouveau sur la table lors du nouveau procès. Au cours des audiences devant le tribunal, il a également été expliqué pourquoi le criminel avait volontairement fourni son échantillon d'ADN au détective sans hésitation. Apparemment, il espérait que le feu détruirait toutes les traces et que la police n'aurait tout simplement rien à comparer avec son échantillon. Mais il avait tort. Malgré cela, les enquêteurs ont conclu que Donnie était très peu susceptible d'être impliqué dans la disparition d'une autre étudiante, qui avait disparu 6 mois avant Meghan. Des suspects plus appropriés étaient apparus dans ce cas, et la candidature de Donnie n'était plus envisagée. Après l'annonce du verdict, la sœur de Meghan a déclaré que le criminel aurait continué à traquer de jeunes femmes et aurait pu prendre encore plus de vies, mais Meghan l'a arrêté avec sa propre vie. Et enfin, ce qui rend cette histoire encore plus triste, c'est qu'en novembre 2013, la mère de Meghan, qui avait tout fait en son pouvoir pour aider la police à attraper le meurtrier de sa fille, est décédée. Elle n'a pas pu faire face au traumatisme dévastateur infligé par un criminel sans scrupules. En examinant la biographie de Donnie, il est évident qu'il aurait pu être arrêté bien plus tôt. Parmi ses nombreuses condamnations figurait l'accusation d'avoir enlevé une jeune femme, mais cette fois il a réussi à échapper à la punition, et le criminel est resté libre. Qui sait, peut-être que Meghan n'était pas sa première victime, mais la police n'en sait toujours rien. Partagez vos réflexions sur cette histoire dans les commentaires et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Merci de l'avoir regardée.